Cette semaine à Vidéo Terreur, le cinéma de Dario Argento. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, le cinéma de Dario Argento. Et pour en parler avec moi comme à chaque semaine, M. Jimmy Franqueur, fan fini de films d'horreur. Salut Jimmy. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Dario Argento, c'est qui? C'est qui? Puis quelle est son influence, son incidence sur le cinéma d'horreur? Ben, c'est un cinéaste là, excessivement marquant, là, qui est dans la même ligue, par exemple, que le Carpenter ou George Romero, mais c'est un cinéaste italien. Il est né en 1940. C'est un cinéaste qui vient vraiment d'une famille d'artistes. Okay. Son père est producteur de Salvatore Argento, qui va produire aussi là, une grande partie de son œuvre. Sa mère est photographe aussi de mode. Et il va souvent parler de l'influence de sa mère, là, comme au niveau justement de la composition des photos. Quand il était tout jeune, il regarde sa mère prendre des photos là, de femmes, tout ça, puis ça va l'amener vraiment à avoir un œil, je dirais déjà, là, sur son rapport à l'image. Donc, c'est un cinéaste qui vient d'une famille d'artistes. On est en Italie, donc très, très proche de l'art. Là. On est vraiment là, dans l'art avec un grand A avec Argento. Là. Qu'est-ce qui l'amène au cinéma d'horreur? Parce que dans l'art, c'est large. Là. Pourquoi il décide d'aller vers le cinéma d'horreur? Il a toujours dit, comme une de ses principales influences, c'était ses cauchemars. Là. Il y avait un imaginaire très intense. Puis son rapport à l'horreur vient vraiment en fait de ses cauchemars. Puis il a toujours aussi cité comme influence Edgar Allan Poe, l'écrivain. Quand il est tout petit, il commence à lire ça. Le côté sombre de l'œuvre vont vraiment le marquer. Et c'est ce qui va un peu l'amener dans un premier temps là, à vouloir, je dirais, beaucoup mettre le côté sombre des choses à l'écran. Mais à l'origine, il a commencé en fait comme critique de cinéma. OK. Il commence à faire des critiques de cinéma et son premier, comment on pourrait dire, son premier travail là, officiel, c'est scénariste pour Il était une fois dans l'Ouest. C'est lui qui a écrit Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. OK, d'accord. Et il va commencer à regarder aussi, il traîne sur le plateau, il regarde Sergio Leone réaliser son plus grand film. Là, oui, puis c'est pas n'importe qui. Non. Puis bon, ça l'influence beaucoup, mais en fait, il continue à se dédier à l'écriture. Il va en fait écrire un autre scénario qui est L'oiseau plumage de cristal. Okay. The Bird with a Crystal Plumage. Et il tombe en amour avec son propre scénario. Et il dit à son père, je veux le réaliser. Donc, je veux pas que ce soit un autre cinéaste qui y touche. Puis, son père, je dirais, le supporte dans le projet et il va, en fait, ça va devenir son premier film, L'oiseau plumage de cristal. Et ça, c'est intéressant parce que là, on est dans je dirais, le rapport aussi au giallo. Là. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Le giallo, c'est le polar italien. Ouais. Et ce film-là va être un film vraiment marquant en Italie. C'est un film même qui a dépassé l'Italie, qui a été un film aussi important même en Amérique et partout en Europe. Donc, son premier film, c'est un premier hit qui a quand même pris quelques semaines à être un hit. Ça, c'est intéressant aussi quand il rapporte un peu la genèse de ce film-là. En fait, le producteur là, qui s'occupait du projet ne croit pas pantoute, ne croit pas du tout à ce film-là. Est découragé, il dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce film-là? Ça n'a pas de bon sens, ça ressemble à rien. Et il décide de l'emmener dans quelques salles. Au début, la réception est un peu ambivalente. Il a failli dire OK, on cancelle tout ça. Puis finalement, le bouche à oreille se fait et c'est devenu un hit majeur. Donc, encore une fois, on était peut-être il sortait un peu du créneau. Ça a été vraiment un film qui a été vraiment important au niveau des giallo parce qu'il a lancé la grande vague des giallo qu'on va connaître en Italie. Puis aussi beaucoup la mode des films avec des noms d'animaux. Là. Okay. Pendant une certaine époque, les films de type giallo ont beaucoup des noms vraiment très colorés. Là. Par exemple, il va réaliser L'oiseau au plumage de cristal, mais ensuite 4 mouches de velours gris, Le show 9 queues. Et c'est des hits à chaque fois. Donc, les producteurs produisent des films avec beaucoup des noms d'animaux. Là. Okay. Il y a comme une mode à un moment donné avec extraordinaire.
Tell me about it, eh? What's that? What happened? I want to know everything you saw and heard. Everything. Monica, come on now, come along. Let go of me! I'm Alberto Ranieri. She's my wife. Excuse me. Monica, speak to me. What happened? Please, you're tiring her. Monica. Oh. Dear, who did it? Who? Est-ce qu'il va rester dans le giallo ou il va explorer d'autres avenues? Il va rester, je dirais, quand même en grande majorité dans le giallo. On dit que c'est souvent le roi du giallo. On va aussi le comparer souvent beaucoup à Alfred Hitchcock. Même, il est souvent connu comme le Hitchcock italien. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus pour une raison qui est Hitchcock était connu un peu, je dirais, comme personnage public. Oui. C'est un des réalisateurs qu'on est capable là, facilement de se le remémorer à l'esprit. Oui. On sait de quoi il a l'air. Et c'est devenu Hitchcock une personnalité publique. Il y avait Alfred Hitchcock Présente, qui était une émission de télé qui avait été traduite en français, là, qui passait dans les années 80. Il y a des collections de livres Alfred Hitchcock Présente. Donc, Hitchcock était un peu une figure pop. Là. Il y a la même chose avec Dario. Il va produire aussi une série télé en Italie d'horreur. Et un peu comme Hitchcock va présenter les émissions. Là, et c'est ce qui va un peu en faire une figure que en Italie, on connaît Argento. Et c'est plus sur cette comparaison qu'on va parler d'un Hitchcock italien, mais pas au plan de la réalisation. Parce que Hitchcock est un cinéaste beaucoup plus précis. On est vraiment dans quelque chose de très cérébral. Avec Argento, on est dans la couleur, on est dans l'intensité. On est vraiment là, dans l'art italien, qui est un art excessif, qui est intense, violent. Donc, c'est pas au niveau de la réalisation, mais plus du côté le personnage public, là. Quand on avait parlé dans une autre émission des giallo, on avait défini comment on pouvait reconnaître un giallo, mais comment Argento se démarque à travers les giallo et pourquoi c'est devenu le roi des giallo? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ses films? Ben, en fait, je dirais, avant Argento, on est là, peut-être avec l'exception de Mario Bava, les giallo on est beaucoup plus dans le polar. Les meurtres sont, je dirais, de façon un peu banale. Soit on les voit pas à l'écran ou ça se fait très vite. Argento, en fait, lui, va en arriver à dire, à s'intéresser vraiment à l'esthétique du meurtre. Okay. C'est ce qui va aussi le rendre un peu, à certains égards aussi, en opposition à la censure. Mais il porte une attention excessivement importante à toute la composition de ces scènes-là. Et on tombe presque dans l'art. Je dirais vraiment, il y a une attention au détail qui est peu commune puis presque inégalée. Là. Quand on voit, je dirais, la signature d'Argento n'est pas nécessairement au niveau de l'histoire, même si il est souvent co-écrivain de ses scénarios. C'est vraiment l'image. C'est un cinéaste qui est presque hypnotisant là, par la beauté de ses images. Et il y a un peu justement ce paradoxe-là où on va voir des choses qui ne sont pas nécessairement, je dirais, jolies, mais la qualité de la réalisation fait qu'on est toujours un peu comme mais à quel point c'est bien réalisé. Fait il nous amène un peu en opposition, en dissonance. Là. OK. Puis, au niveau de sa filmographie, quel film on se doit de voir, on se doit de parler et pourquoi? Ben, en fait, on pourrait presque mettre certaines périodes, là, parce qu'en fait, les 3 premiers films là, qui sont sa trilogie, qu'on appelle parfois des animaux, 3 giallo, assez, je dirais, dans une optique assez semblable. Ensuite, il va tenter, je dirais, de sortir du genre avec les 5 jours de Milan, qui est une comédie qui a été pas très, très populaire, même qu'à ce jour, elle n'est jamais sortie même en anglais. Comédie très italienne. Je dirais, de façon générale, on s'entend pour dire de peu d'intérêt. Ensuite, il va faire un de ses grands films, ce qu'on a Profondo Rosso, Deep Red. Oui. Qui est d'une beauté. C'est un film là, réellement un grand film.
ça va beaucoup lancer sa carrière, puis aussi même sur le plan musical. Ses 3 premiers films, c'est la musique de Ennio Morricone. OK. Avec Deep Red, il va amener les Goblins. Les Goblins qui sont, à l'époque, en fait, inconnus. Là, ils s'appellent Cherry 5. Et vu qu'ils vont faire la musique pour un film d'horreur, donc, vont changer de nom pour avoir quelque chose qui correspond un peu plus, les Goblins. Et les Goblins vont avoir une influence majeure là, dans le cinéma d'horreur italien. Et encore, sont encore en tournée. Là. J'ai eu la chance de les rencontrer en 2017. Ils sont très, très gentils là, de leur temps. On a eu le temps là, vraiment de discuter avec eux. And you will kill again. You're getting closer and closer to the most unnatural kind of death. Beyond shock. What was that? Beyond horror into total terror. Murder runs wild. Blood runs cold. Deep red. What is it? Didn't you hear that? No, what was it? I don't know. Everywhere you look, everywhere you turn, death is running with you. Profondo Rosso est clairement là, une œuvre marquante. Ensuite, Suspiria. Oui, le grand classique. Le grand classique. Sur le plan visuel, je pense que la caractéristique principale de Suspiria, c'est les couleurs. Ouais. Il a toujours cité comme influence majeure de ce film-là au niveau de la couleur Blanche-Neige de Walt Disney. Ah ouais? Ouais, il disait que lorsqu'il a vu les couleurs, il s'était dit je voudrais être capable de traduire ça là, au cinéma là, hors du dessin animé. Oui, donc, il avait vraiment cherché à avoir l'intensité des couleurs et ça paraît là. C'est un film, encore une fois, excessivement puissant, très intense. On a aussi justement la contribution des Goblins. Fait que la musique aussi prend une place vraiment là, très importante. Là, on est toujours dans le style Giallo, dans le sens un peu un thriller avec un méchant. Sauf avec Suspiria. Là, on tombe vraiment dans... On pourrait dire que c'est son premier vrai film d'horreur. On est dans le fantastique. On est dans l'occulte. C'est une académie de danse qui est dirigée par des sorcières. Là, on est dans l'horreur de plein pied là, à ce niveau-là. Donc, on peut dire que c'est son premier vrai film d'horreur là, qui sort du Giallo. Là. Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower that will mean the end of it. Suspiria. You can run from Suspiria. You can hide from Suspiria. Suspiria. But you cannot escape. Suspiria.
The only thing more terrifying than the last 12 minutes of Suspiria are the first 92. Il va en faire, en fait, une trilogie Suspiria. On a Suspiria, ensuite il va réaliser Inferno. On est à peu près dans le même genre aussi là, au niveau des couleurs, de l'intensité. Mario Bava va d'ailleurs y donner un coup de main au niveau des effets spéciaux. Je dirais que c'est une contribution qui s'affiche pas nécessairement là, dans les crédits, dans les crédits là, mais qui a été fait plus par amitié puis entre les deux. Et par la suite, il va faire le troisième volet de sa trilogie, Mother of Tears, qui est, je dirais, qui souffre beaucoup du manque de budget là, parce qu'on est dans... C'est assez récent, donc le cinéma italien je dirais, est moins important qu'il l'était là, dans les années 70-80. I do not know what price I shall have to pay for breaking what we alchemists call silentium. The life experiences of our colleagues should warn us not to upset laymen by imposing our knowledge upon them. The book! What? There are mysterious parts in that book. But the only true mystery is that our very lives are governed by dead people. In the beginning, there were three mothers, the same as there were three fates and three furies. Man has always mistakenly called them by one terrifying name. I'm afraid. I'm afraid to be left alone. Carla? My sister. Where is my sister? Est-ce qu'il a continué après ça, en dehors de ça, à faire d'autres films? Est-ce qu'il y a d'autres films marquants ou des... Ténébré. Ténèbres, qui est un retour aussi au Giallo après Suspiria puis Inferno. OK. Qui est toujours aussi intéressant parce que dans l'œuvre d'Argento, je dirais aussi, je pense qu'une de ses préoccupations, c'est souvent de ne pas se copier lui-même. Donc, c'est une force pour un réalisateur. Ben, c'est une force, mais dans Argento, jusqu'à un certain point, je pense que c'est devenu une faiblesse au point où il a tellement évité de vouloir se copier que c'est un peu cantonné à perdre son style. Là. Mais dans Ténèbres, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le titre parle de noirceur. Tout le long du film, on est vraiment dans un éclairage très blanc. Les murs sont blancs. Toutes les scènes se passent pratiquement en plein jour. Donc, puis très peu de couleurs, là, comme par exemple qu'on pouvait retrouver dans Suspiria. Donc, il décide vraiment d'explorer une autre avenue là, sur le plan visuel. Là. Filthy, slimy pervert. I've read all your books, Mr. Neal. The book deals with a murder committed with an old-fashioned open razor, right? This girl, too, was killed with a razor, and your book's pages stuffed into her mouth. Fear but freedom. You wrote those words, page 46. Freedom to strike again, Peter. Listen, don't hang up. We have to talk. You told me how, Peter Neal. You and me together. We've just begun. Jesus. Over time. Spy. That little spy.
comment les Italiens le perçoivent, perçoivent son cinéma? Est-ce qu'il va vraiment être associé au genre, juste au genre des giallo, ou il va ressortir, les gens vont dire on attend le nouveau Argento, ou il va plus être considéré comme on attend le nouveau giallo? Je sais pas si tu comprends ma question. Non, c'est vraiment, Argento était vraiment au premier plan. Là. Il était vraiment au premier plan. Oui, donc on veut voir le prochain Argento. Je dirais que l'âge d'or d'Argento va se terminer à peu près en 1987 là, avec Opéra. Oui. Où son père va mourir pendant le tournage. Puis c'est un tournage, en fait, qui a eu beaucoup de difficultés. Puis, entre autres, parce qu'il revient souvent dans Opéra, on est en train de mettre en scène Macbeth. Puis avec le célèbre opéra là, qui a une malédiction. Ouais. Il a souvent dit que finalement, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans parce que son père est mort, entre autres. Et je pense qu'il faut quand même voir la contribution de son père dans la première partie de son œuvre, où je dirais, les fonds étaient là, il est au summum de sa popularité. Après ça, je dirais, on tombe dans une période un peu plus difficile. La réception est moins bonne. Jusqu'à maintenant, je dirais, on peut dire là, que la pente descendante va commencer avec Opéra. Ces derniers films, la réception est beaucoup plus tiède, sinon froide. Là. Et puis, est-ce que sa grande période est sortie de l'Italie? En Italie, ça marchait bien, mais comment ça a été perçu, le cinéma d'Argento, qui reste un maître pour les Italiens, mais à l'extérieur, aux États-Unis, en Europe, etc.? Est-ce que ça a bien fonctionné? Ben, en fait, il y a deux éléments. Là. Je dirais que les cinéastes, la plupart des cinéastes qui ont touché à l'horreur ont été touchés d'une façon ou d'une autre là, par Argento. Un grand nombre de réalisateurs vont le citer comme étant vraiment une inspiration. Appelons ça le public là, qui a un intérêt pour l'horreur va souvent connaître ses films, sa filmographie au complet. Je dirais monsieur, madame, tout le monde est probablement peu concerné ou peu touché là, par l'œuvre d'Argento. Il a quand même réalisé 3 films aux États-Unis. Okay. Il va décider là, avec Trauma de réaliser son premier film aux États-Unis. Les studios le courtisent, donc il décide de faire le saut. Donc il va faire Trauma, il va faire aussi Two Evil Eyes. C'est deux adaptations d'Edgar Allan Poe qu'il va faire avec George Romero. Et je dirais que la collaboration là, entre les États-Unis puis Argento a été peu positive. Là. OK, pourquoi? En fait, ce que le cinéma américain est encore, je dirais, aux prises un peu avec la censure, on veut quelque chose de... On dicte beaucoup à Argento un peu ce qu'on croit qu'il va, appelons ça de même, pogner aux États-Unis. Argento est beaucoup plus de l'école où le réalisateur est le maître. Là. Le réalisateur n'a pas de contraintes là, artistiques. Et là, il tombe de plein pied dans la contrainte des grands studios. Là, où là, il y a beaucoup de... On veut regarder comment il va monter son film, on veut lui dire comment faire, en fait, quand lui, il est habitué à tout décider. Exactement. Puis, il faut comprendre aussi là, que les producteurs américains, on est plus presque dans la finance. Là. Et selon nos études de marché, on nous dit que ça risque de pogner. Ah, ça, peut-être pas. Donc, Argento, en même temps, il se trompe régulièrement. En fait, ça, c'est intéressant, ce point-là, parce que si on regarde la plupart des films marquants, c'est pas nécessairement des films qui ont été financés par des studios avec une stratégie. Là. Ouais. Par exemple, prenons ce qu'on a déjà discuté, Night of the Living Dead. C'est un film marquant, mais il n'y a pas de gros studios. Souvent, les grands studios sont en décalage, en fait, sur ce que les gens souhaitent. Et donc, sont toujours un peu justement en décalage, vont financer des films avec une recette, mais la recette arrive toujours trop tard. Ce qui fait que les films marquants sont rarement des films, je dirais, que les studios avaient réellement planifié. Donc, Argento est un peu confronté à ce type-là, décide que, c'en est assez, avec Stendhal Syndrome, retourne en Italie, et il va y demeurer, avec l'exception là, d'une petite émission là, qu'il avait fait pour Master of Horror, où il va adapter là, une histoire, mais son histoire d'amour avec les États-Unis puis le cinéma américain est de courte durée. Là. Qu'est-ce qui reste du cinéma d'Argento aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des... Bon, est-ce que ça vieillit bien quand on les réécoute? Et est-ce qu'il y a des réalisateurs qui ont un peu repris le flambeau, qui ont une influence directe puis qui font du Argento? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, en fait, là, pour aller sur l'aspect de faire du Argento, je dirais de façon générale, ceux qui s'essaient vont souvent échouer misérablement parce que c'est le génie dans l'image. Ouais. Le génie dans la composition.
C'est plus un trip artistique que de l'horreur. Oh, des fois, les gens comprennent peut-être pas ça. Effectivement, puis d'essayer de copier Argento, et je dirais que c'est un peu probablement comme essayer de copier un artiste comme de haut niveau. C'est dur à atteindre, là. Encore une fois. Donc, c'est un artiste qui est marquant, très difficile à copier. Sinon, encore une fois, quand on laissait, là, je dirais, à moins d'avoir le génie d'Argento, on échoue souvent misérablement. Donc, c'est pas nécessairement un réalisateur qui a amené nécessairement... Il va avoir été marquant au niveau de l'inspiration, mais on ne va pas nécessairement récupérer le style. Bon, on peut dire, par exemple, qu'il a été excessivement important dans la popularité des giallo dans les années 70. Ça, c'est cinéma italien. Oui, clairement. Là. Mais on pourrait dire qu'il est assez inimitable. Là. Il a inspiré d'autres réalisateurs? Oui, bien, il a inspiré, par exemple, on peut parler d'un réalisateur qui a fait peu de films et qui a été aussi très marquant, Michele Soavi, qui est disons, dans un premier temps, un fan d'Argento, veut essayer presque de collaborer avec lui en disant, bon, écoute, je veux juste apprendre, est-ce que je peux traîner presque sur les plateaux? Puis il va finir par se lier d'amitié avec Michele Soavi. Il va pas produire son premier film, parce que son premier film a été produit par Joe D'Amato, Stage Fright, qui est un giallo slasher, je dirais un beau mix des deux. Mais après, il va produire son premier film là, sous la bannière Argento, The Church. Puis Michele Soavi, qui a un style aussi, je dirais, très très unique, très visuel. Il y a des beaux rapprochements à faire avec Argento, mais je dirais, on n'est pas dans la copie. On est vraiment dans deux cinéastes qui ont visuellement, là, qui ont une touche vraiment à eux. Donc, l'influence la plus marquante, probablement, là, pour le cinéma, je dirais, du point de vue des réalisateurs, va plus être avec Michele Soavi. Ben merci, Jimmy. Encore une émission fascinante. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur.